Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 26 mars 2022. Il est 9 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Mina Abedi est déjà sur place. Mina, bonjour. Bonjour Noé, bonjour. Comment ça va, Mina? Ça va. Très bien, alhamdoulilah. Alors Mina, tu sais, aujourd'hui, ça va être une émission consacrée en grande partie à ce grand événement tant attendu, le SILA. Le SILA. Le SILA, donc on n'a pas eu quand même cette grande manifestation dédiée au livre depuis 2 années, donc un grand retour cette année. Oui. Cette année, tu es déjà partie ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Donc on a encore éviter le week-end. Oui. Je préfère éviter. En semaine, c'est encore mieux. En semaine, nous aurons donc le temps de faire les stands. Exactement. Et surtout d'apprécier un petit peu. C'est jusqu'au 1er, je crois, non? Ouais. C'est jusqu'au 1er, effectivement. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques parutions que nous trouverons au niveau du SILA. Et voilà. Et nous allons commencer par notre premier invité, lui qui vient d'Italie. C'est un Italien qui a consacré tout un livre à c'est un amiral, en fin de compte, algérien qui a marqué la deuxième moitié pratiquement du XVIIe siècle. Donc, c'est un amiral qui a fait partie de la flotte algérienne. Donc, on se pose la question, comment se fait-il qu'un Italien s'intéresse à un amiral algérien? Et bien, tout simplement parce que l'amiral algérien est d'origine italienne. Et l'écrivain lui-même fait partie du même patelin, finalement, du même village que cet amiral. Voilà, donc nous reviendrons. Il s'agit donc de Ali Ptine, donc un amiral algérien qui a marqué la première moitié donc, du XVIIe siècle. Voilà donc pour le premier livre que nous aurons à voir cette matinée. Nous aurons aussi à parler de psychologie et de parler donc de certains troubles comportementaux, particulièrement un trouble de la communication, donc qui peut se manifester dans l'expression ou la compréhension orale ou écrite, donc expression communicationnelle. Il s'agit donc de ce qu'on appelle l'aphasie. Donc l'aphasie est aussi neurolinguistique clinique. Donc comment finalement prendre en charge cette catégorie. Pardon? C'est très scientifique tout ça. C'est très scientifique effectivement, et pourtant c'est une catégorie de la société qu'il faut prendre en charge. Exactement. Surtout. Et justement, nous avons un livre qui parle de tout ça et particulièrement donc des méthodes donc de la prise en charge. Nous parlerons également de patrimoine et du patrimoine culinaire ce matin. Alors nous avons à l'occasion un échantillon de livre, un échantillon d'un beau livre. Alors habituellement, Mina, tu sais très bien que lorsque nous avons de beaux livres sur la cuisine, c'est généralement des recettes, des recettes. Cette fois-ci, nous allons avoir un 2 en 1. Donc en fait, c'est un beau livre qui revient sur l'histoire du patrimoine culinaire algérien, de son importance, mais aussi quelques recettes. Et c'est une dame qu'on connaît d'ailleurs, c'est une dame qui a beaucoup milité pour la promotion et surtout l'exportation du patrimoine culinaire algérien dans le monde. Il s'agit de Yasmina Sellem. Darjeddi, ça te dit quelque chose? Évidemment. Et voilà, donc le livre a été édité dans ce sens. Et aussi, nous aurons un plateau ce matin dédié au tourisme, puisque nous avons deux Français d'origine algérienne qui sont revenus au pays depuis 2-3 années. Comme ça, ils ont décidé justement de faire la promotion du tourisme algérien via une société touristique qu'ils ont installée en Algérie. Excellent. Et ben voilà, donc pour le menu de cette matinée. Mais avant de commencer, tu nous donneras quelques nouvelles du ciel? Je vais essayer. Pourquoi essayer? Mais je sais pas. Non, c'est très bien que tu es généreuse. Je sais pas, c'est le premier mot qui m'est venu. Voilà, c'est comme ça. Voilà, alors on va dire essayer, c'est un mot plutôt perfectionniste? Non. Non. Bon, je vais essayer de rester positive. Oui, d'accord. En plus, on va parler de psychologie aujourd'hui. Non, c'est perfectionniste, tout ce que tu veux. Ouais. Ah, bah voilà. Ce sera juste après le jingle? Oui, allez, si tu veux. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et pendant que le jingle passait, Mina Abed a décidé de nous donner les nouvelles du ciel et non pas d'essayer de nous donner les nouvelles du ciel. Exactement. J'ai changé d'avis. Elle a changé d'avis. Voilà. Attitude positive, hein, d'autant plus qu'on va parler de psychologie aujourd'hui. Mais bien sûr. Et comment? Et en plus, on ne peut qu'être positive en ce moment puisqu'on est gâté par la pluie. On est gâté par la pluie, on a gagné hier. Gagné hier. Voilà. Ah oui, c'était la chose avec laquelle je devais commencer. En plus, hier, j'avais regardé le match. En plus, bon, attends. Pas entièrement. Ah, non mais... Pas entièrement, mais je faisais comme ça. Les miracles existent, hein, comme quoi, toi qui voulais pas regarder le match hier... Eh ben si, finalement, notre ami Farid Eid Saada m'a encouragé à regarder le match. En fait, j'ai pas regardé tout le match, j'avoue, mais je faisais quand même des allers-retours, chose que je fais jamais.
Oui, Voilà. ça va, tu t'es Donc pas quand même, enfermé, la donc, deuxième mi-temps, j'ai dû regarder quand même une vingtaine de minutes. ouais, ça va, 20 minutes, c'est déjà bien. Voilà, donc je fais des efforts. Donc félicitations Exactement. au Vert, Très, très beau félicitations à match. notre équipe nationale. Très beau match, effectivement, victoire méritée. Tout à Et fait, donc à mardi, complètement. Inch'Allah, match retour. Oui, on Et croise ce les sera, doigts. voilà, On et ce croise les sera donc doigts. au stade Tchaker, donc Tout à à Blida, fait. que le match se déroulera, Inch'Allah. Donc on aura de la pluie d'ici là. Eh Bon, bien, on verra. c'est possible, hein, c'est C'est possible. possible. On a prévu de la pluie hein, au moins jusqu'au premier. Donc j'espère que mardi, ça va un petit peu se calmer, hein, le temps de jouer le match, et ça sera bon aussi pour la pelouse. Effectivement, ce sera bon pour la pelouse. Mais sinon, pour aujourd'hui, Bah, pour aujourd'hui, de la pluie, hein. de la pluie. On a un peu plus de détails. Avec plaisir. Allez, on y va. Merci beaucoup, Nord. Alors, ce matin, hein, le taux d'humidité atteint et dépasse même les 80% sur les régions côtières en journée. On notera des passages nuageux sur l'ensemble des régions nord avec des pluies hein, sur les régions côtières, des pluies un peu plus marquées. Hein, cette fois-ci vers l'intérieur, ouest et centre. Sur les régions sahariennes, on notera beaucoup de soleil hein, sur le nord, Sahara, les oasis, la Saoura. Quelques passages nuageux avec quelques pluies éparses, notamment le long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental. On notera de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 26 degrés hein, du côté de Annaba. On notera 19 à Alger, 20 degrés à Tizi Ouzou, 19 degrés du côté d'Oran, 15 Chlef Rilizen, Tiaret, on notera un minimum de 14 degrés à El Bayad et Naama. Et puis sur la partie sud, on notera 29 degrés à Janet, 32 degrés à Tamerasset, 33 à Adrar in Salah et enfin 38 degrés, ça sera la maxime à la Bodja du Mouhtari in Gazzam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Et bien, on notera une mer très agitée. Sur les côtes centre et est, agitée en revanche, vers les côtes ouest avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 50 km/h, notamment vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Afrique pour cette journée, un ciel assez couvert avec des pluies à Abidjan, Kinshasa, un ciel voilé, un temps plutôt agréable à Addis Abeba, Nairobi. Côté Mercure, on notera 23 degrés à Dakar, 32 à Abidjan, 34 à Kinshasa et enfin 24 degrés à Addis Abeba. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. On notera quand même des températures un peu plus basses qu'hier. Un peu plus basse. Un peu plus. Hier, nous étions à 22 on du était à côté 22, d'Alger. aujourd'hui on est à 19 sur Alger, 19. mais ça augmente hein, à l'est. Ça 26 augmente à degrés, l'est, 26 effectivement, degrés ça à augmente Rabat. à l'est. Mais sinon, on retient quand même qu'il y a possibilité de pluie dans le sud. Exactement. Voilà. Oui, possibilité, Possibilité. pas grand chose hein, Mhm. du côté d'Ilizi, Adrar, voilà. C'est toujours bon. Même si c'est pas grand-chose, c'est Exactement. toujours bon. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci Mina, on alors. se retrouve tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, Tout à après fait. celui de 19h, Et à 10h30 pour voilà, les cafés. j'allais dire. Et comment J'allais pour le En dire. plus, nous allons apprendre beaucoup de choses sur l'art culinaire aujourd'hui. Ah, franchement, oui, parce qu'en fait, j'ai un livre. Non, Oui. j'ai un livre avec des recettes, des recettes algériennes. Et en fait, il y a énormément de noms, de recettes assez bizarres, j'ai envie de dire. Oui. Assez, voilà quoi. Et pourtant, si on va creuser, on va voir qu'il y a toute une histoire Mais derrière. justement, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de recettes, comme Skran Taïh Fadroj, je pense, Par un exemple. truc comme ça. Le Voilà. Qadé ou du Marteau. Voilà. Pourquoi Oui. on est curieux de connaître. Eh ben, on va voilà. poser la question à notre invité. Justement. Eh ben voilà. Merci beaucoup Mina. Donc on se Merci, voit tout Nol. à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Mais sinon, à présent, ça va être une chanson dédiée à l'équipe nationale qu'on félicite encore une fois pour ce match aller. Et on attend encore une autre réussite, Inch'Allah, notre victoire pour le match retour qui se déroulera mardi, Inch'Allah, au niveau donc, du stade Tchaker à Blida. Et ça va être une chanson de Friklen, Habib Bladi. On se retrouve juste après.
Et voilà, encore une fois, c'était la chanson de Frickland dédiée au Vert. Donc, qu'on félicite encore une fois pour cette belle victoire d'hier. Et cette fois-ci, donc, nous allons aller dans un petit voyage dans le temps. Nous allons partir au XVIIe siècle, particulièrement pour nous intéresser à un amiral donc de la flotte algérienne. Mais ça va être à travers un livre qui a été édité, écrit par notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Donc, Riccardo Nicolai, vous êtes auteur, vous venez d'Italie. Oui, je viens d'Italie, je viens de la Toscane, dans le nord de l'Italie. Et je suis né et je vis dans le village qui a donné le natal à Alipicci. Voilà, effectivement. Et Toscane, il faut dire que c'est une ville qui a aussi inspiré beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, parce que c'est une ville qui a été beaucoup chantée et beaucoup représentée à travers les peintures, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, une très belle ville, effectivement. Et vous êtes natif donc, de ce même village, de cet amiral donc, de la flotte algérienne, Ali Petchin. Et vous lui avez consacré donc un livre. Comment vous est venue, on va dire, l'idée d'écrire pour Ali Petchin? Moi, j'avais écouté parler d'Ali Petchin il y a 20 ans, plus ou moins. Mais c'est un jour de 2014 qu'il y avait un match de football entre l'Algérie et l'Allemagne. Et moi, je ne sais pourquoi, je cherchais l'origine des couleurs du drapeau algérien. D'accord. Et j'ai ouvert une page Facebook qui s'ouvrait en disant Ali Petchin, le lion de mer. Et là, j'ai commencé à chercher, j'ai retrouvé des lettres dans les archives de Massa, de ma ville, et la ville d'Ali Petchin aussi. Oui. Et j'ai commencé mes études et mon voyage mental. Le voyage mental. Oui. C'est très philosophique, ça. C'est la vérité. Moi, je vis un peu encore suspendu sur la réalité. Très bien. Et donc, justement, c'est un peu... là, vous êtes revenu un petit peu sur la vie de Ali Petchin. On va dire, vous avez un petit peu revisité la vie de Ali Petchin à travers votre œuvre? Oui, oui. Ali Petchin a été kidnappé en 1569, disent de documents, et il avait 10 ans. Il est arrivé à Alger. Il a été acheté par le Raïs qui l'avait kidnappé. Et il a vécu à Bastion 23, à l'époque, dans la maison numéro 17. D'accord. Puis il est tombé, il est devenu Raïs, corsaire. Alors, juste entre parenthèses, du moment que vous avez consacré un petit peu beaucoup d'années à ce livre-là et il a habité au Palais des Raïs, vous avez eu à visiter le Palais des Raïs? Bien sûr. Et comment? Beaucoup de fois, beaucoup de fois. C'est toujours là que j'ai eu comme une illumination, parce que la première fois que je suis venu en Algérie, je suis entré dans la tête et dans la peau d'Ali Petchin. J'ai commencé à sortir très tôt le matin, j'ai baladé dans la Casbah, j'ai visité la mosquée qu'il a construite et j'ai allé presque tous les jours au Bastion 23. Voilà. Et c'est là que j'ai eu qui m'a beaucoup inspiré. Et voilà, donc vous êtes revenu sur la vie, vous disiez, donc d'Ali Petchin qui a habité la maison numéro 17. Oui. Et après? Et après, je n'avais pas encore édité le livre, je suis rentré en Italie, je l'ai édité, mais c'était au Bastion que j'ai eu comme j'ai fait un rêve, les yeux ouverts, et j'ai vu tous ceux qui arrivent aujourd'hui. Et donc, on a fait une pièce de théâtre, j'ai fait le livre en Italie, il a été publié et traduit en Algérie. On a fait la pièce de théâtre en Italie, on l'a fait en 2018 en Algérie. J'ai fait un autre roman deux autres romans sur la vie d'Ali Petchin. Ils ont été traduits en français. Et là, on fera la pièce le 31 mars au Théâtre National Algérien pour la deuxième fois. D'accord, donc on va parler de cette pièce théâtrale dans un petit moment, mais on va revenir un petit peu sur vos écrits par rapport à Ali Petchin. Donc finalement, vous avez concentré un petit peu tout votre travail sur ce personnage? Oui. Il vous a tant inspiré finalement? Et il m'a beaucoup inspiré. Du moment que j'ai appris de sa vie, j'ai éprouvé une souffrance. Je me suis demandé comment un garçon de 10 ans pouvait arriver dans un pays si lointain, si étranger, habité par le museau noir, comme on disait en Europe à l'époque.
Et donc j'étais avec lui et j'ai cherché de lui donner ma chaleur. Et c'est ça, c'est ce sentiment de la mélancolie, de la nostalgie qui est le fil rouge de tout le roman. Et pourtant, Aliptine, j'ai envie de dire, il a marqué finalement l'histoire de l'Algérie, il a marqué l'histoire de la flotte algérienne au XVIIe siècle. Oui, oui, il était un enfant de 10 ans qui savait lire et écrire. Et cela était en fait énorme pour l'époque. Et donc, lui, il est devenu corsaire, lui aussi. Il est devenu raïs, lui aussi. Il est devenu le chef de la Taïfa, qui était la corporation de tous les raïs. Il était un homme d'action et un homme de pouvoir. Et puis, à la fin de ses jours, il est devenu aussi pacha. C'est-à-dire le roi d'Alger. Le roi d'Alger, effectivement. Mais il a eu une fin quand même assez tragique. Il a fait une fin tragique, oui, mais c'était un peu la coutume. Il était devenu un obstacle pour Constantinople et il a été empoisonné par sa servante. Comme quoi. Voilà, mais sinon, vous avez été l'auteur donc, de ce livre, de 2 romans donc, qui ont été consacrés à Aliptine, et votre frère, donc Alberto, c'est lui qui a été donc, le metteur en scène de cette pièce théâtrale inspirée donc, finalement de vos écrits. Oui, la pièce a été tirée du premier roman, Aliptine pour l'amour de la princesse, et on l'a mise en scène en Italie en 2017. Et puis en 2018 au théâtre d'Alger Centre, organisé par l'ambassade d'Italie. Alors, pour la première édition, donc celle de 2017 qui s'est passée en Italie, quel a été un petit peu le retour, on va dire, des Italiens? Parce que ça reste quand même un grand succès, hein, Aliptine. Oui, oui, je sais. La notice de la mise en scène de la pièce a été une bombe qui éclata en Algérie. C'est pour ça que l'ambassade italienne, notamment le centre culturel italien, m'a appelé, on s'est connus et ont voulu chercher le moyen pour la mettre en scène. Parce que cette pièce surtout a réussi à parler directement au cœur des lecteurs, des spectateurs. Alors justement, cette fois-ci, donc on a dit que c'est votre frère qui était le metteur en scène. Oui. Cette fois-ci, donc ça va se faire en collaboration avec Tarek Bouharara, qu'on salue d'ailleurs, et aussi Isabelle Castagnon. Castagnon, voilà. Et donc ça va se dérouler le 31 mars, n'est-ce pas? Oui. Donc, et vous êtes là justement pour vous préparer pour la répétition de cette pièce. Oui. Je suis là, invité par le SILA. Aujourd'hui, j'ai une conférence à 16h au SILA. Et je suis là pour mettre en scène la pièce. Oui, on est arrivé le 23, on a commencé à répéter tous les jours. Et dès que je termine, je pars au TNA avec l'exacteur et avec mon frère pour organiser les répétitions. Voilà, mais sinon, vous avez fait des rencontres avec vos lecteurs lors de ceci-là? Bon, bien que ça fait 2 jours à peine que ça a commencé. Aujourd'hui. Ça sera aujourd'hui. Dans le jour passé, j'ai rencontré des journalistes à la radio et... Encore une fois, pour faire la promotion de Aliptine et aussi de vos écrits. Donc aujourd'hui, il va y avoir une vente dédicace? Non. Oui, non, mais surtout il y a une conférence à 6h. Il y a une conférence. Oui. À 6h, donc vous allez revenir un petit peu sur vos écrits. Oui. Voilà, mais sinon, il y a eu aussi une statue qui a été dédiée à Aliptine. On peut voir donc l'image, vous pourriez la commenter aussi? Oui. Le 4 mars, la mosquée d'Aliptine qu'il a construite pour amour, pour sa femme, a fêté ses 400 ans. Donc, en collaboration avec l'ambassade d'Algérie en Italie, moi j'ai organisé un programme avec l'école des arts de marbre de Carrara, le marbre le plus fameux du monde. Et on a réalisé un statue en marbre qui sera emplacé au Bastion 23. Ah ben voilà, encore dans une fois, la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc ce sera donc en hommage encore une fois à Aliptine et encore dans la maison là où il a habité. Exactement, c'est pour ça. C'est le lieu le plus symbolique pour Aliptine. Voilà, mais sinon quelles sont vos attentes un petit peu de la rencontre de ce soir, donc aussi de la pièce théâtrale qui se déroulera le 31? Moi, je suis toujours content de parler d'Aliptine.
D'autres projets probablement? Oui, mais on verra. Oui, mais non. Oui, mais on verra. Mais on verra. Voilà, donc ça viendra avec le temps. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous Merci. ce matin. Donc on rappelle, il y aura une conférence qui se donnera ce soir. Donc au niveau du SILA à partir de 18h, la pièce théâtrale 16h, pardon. Donc la pièce théâtrale donc se déroulera au niveau du TNA le 31 mars. Inch'Allah. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Ricardo Nicolai, vous êtes auteur et vous avez consacré 3 livres donc à les petits. Voilà, merci beaucoup. Merci à encore une tous. fois, on continue. Donc nous parlions d'Italie. Vous savez que l'Institut culturel italien fait beaucoup de choses. Donc non seulement pour la promotion de la culture italienne, mais aussi pour la promotion de la coopération algéro-italienne. Et c'est justement Samia Bouarour qui a visité l'Institut italien, s'est intéressée à la littérature italienne. Vous allez voir que la directrice aussi nous a fait le privilège de faire une petite visite guidée de cet institut. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Les langues étrangères sont une ouverture sur le monde. Notre gros plan pour aujourd'hui, la littérature italienne, surtout que ce pays sera l'invité d'honneur de la nouvelle édition du SILA. Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien d'Alger. Nous, avec l'ambassade, on a accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Ça nous a fait très plaisir. On l'a considéré un geste de grand respect, d'amitié vis-à-vis de l'Italie, suivant la vague, à mon avis, de grand amour. Il y a toujours, à mon avis, eu un grand amour entre l'Algérie et l'Italie, mais il y a eu un plus grâce à la visite d'État de notre président de la République, Sergio Mattarella. Grâce à ça, il y a eu un élan de plus entre les deux pays. Et donc, on a beaucoup apprécié l'initiative d'inviter l'Italie comme invité d'honneur aussi là. Dans cet espace de lettres, prose, art, culture, histoire et autres, les passionnés de cette langue retrouveront leur bonheur à découvrir plus de 10 000 ouvrages datant du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, en passant par d'Umberto Eco à Primo Levi, par Dante et Petrarque. On arrive au XXe siècle avec Pirandello et D'Annunzio et Primo Levi, Leonardo Sciascia. Aussi Leonardo Sciascia, je vais un peu vous rappeler qu'on a célébré l'anniversaire l'année dernière, et 100e anniversaire, et on a réalisé avec notre prof d'italien à l'université d'Alger 2, il a réalisé avec les étudiants d'italien un spectacle de théâtre en s'inspirant de l'œuvre la plus importante de Leonardo Sciascia qui s'appelle Il giorno della civetta. Plusieurs ouvrages ont été traduits en plusieurs langues, à l'exemple de Divine Comédie de Dante, un grand classique du XIVe siècle. À mon avis, Dante Alighieri a vraiment marqué tous les Italiens, et non seulement les Italiens, c'est vraiment un trésor de la littérature mondiale, Dante Alighieri. Parce que, vous savez, par exemple, les Italiens citent même des mots de la Divine Comédie sans même pas les savoir. Ça fait tellement partie de notre culture que les gens citent Dante sans le savoir. Parce que ça fait partie de notre langue, de notre communication ordinaire. Des traductions aussi ont été faites tout récemment en langue française et une expérience inédite d'un Algérien qui a écrit un ouvrage en langue italienne. Amar Al-Akous, c'est un Algérien qui, après, il est allé en Italie dans les années 90. Il a fait un doctorat à l'université de Rome, la Sapienza. Et après, il a commencé à écrire en italien directement. Donc, ses livres c'est pas traduit, ces livres ont été directement écrits en italien par Amar Al-Akous. Donc, c'est un livre qui un peu raconte la quotidienneté de ces quartiers, où il a vécu d'ailleurs.
à Rome. Ça c'est vraiment c'est un symbole, c'est un livre très important parce que c'est un livre scientifique. C'est écrit par une historienne, une experte de relations internationales. Elle est prof à l'université de Florence et elle est une experte sur la guerre d'Algérie. En fait, elle a écrit ces livres qui étaient publiés en italien avec la maison d'édition Rubettino. Et elle a fait vraiment une recherche très profonde dans les archives et elle a écrit ces livres qui est vraiment un symbole, c'est-à-dire l'Italie et la guerre d'Algérie. Ce voyage littéraire nous laisse découvrir de grands noms qui ont laissé leurs empreintes et qui servent aujourd'hui de référence dans l'apprentissage de la langue. La langue arabe, je vais vous dire Voilà. ma fille. Alors nous sommes déjà à l'antenne et de retour sur le plateau. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au tourisme. Oui, en parler de l'importance de la langue, effectivement, et de préserver la langue arabe, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors nous allons nous intéresser au tourisme. Et ce matin, nous avons avec nous Madame Flora Boumia. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à vous. À vous Alors, et vous aux êtes... téléspectateurs qui nous... Voilà. Merci. Alors vous êtes consultante en tourisme et en culture aussi. Tout à fait. Et parmi nous, un jeune, Sofiane Lezage. Sofiane, bonjour. Bonjour. Et vous êtes gérant de l'agence de voyage Riwaya Travel. Exactement. J'ai Bienvenue un à petit vous. cadeau pour vous, Nour, avant de démarrer Ah, bah. l'émission. Mais Je vous en quelle prie. chance que j'ai, moi, de beau matin. Oh là là, c'est beau ça. Nabil Abada, j'ai une grosse pensée pour toi. Tu l'auras pas. Merci beaucoup, en tout cas, c'est vraiment C'est un plaisir gentil à pour vous. moi. Merci pour l'invitation. Marhaba bikoum. Alors, avant de commencer, je voudrais juste qu'on raconte une petite anecdote en compagnie de Madame Flora. Madame Flora, vous regardez Bonjour d'Algérie, plutôt Canal Algérie, très souvent. Effectivement. Et ça vous fait tout drôle d'être sur le plateau de tout- Canal Algérie. Tout à fait. Sincèrement, souvent le matin, et je suis contente quand il y a le décalage entre les heures d'Algérie Oui. et de France. Donc je peux voir la matinale française et je peux voir le Bonjour d'Algérie. Voilà. Et alors souvent je suis là, je prends mon petit déjeuner et là on me fera pas bouger de ma table pour voir l'émission. Et donc je vous connais par écran interposé, voilà. Et aujourd'hui, je on suis chérit très en bosse. heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci. Marhaba bik. En tout cas, ça nous fait plaisir encore une fois que vous soyez parmi nous. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler, ce que vous disiez, Sofiane, pendant que le reportage passait, pour réaliser Algerian Dream. Exactement. Donc, à titre personnel, j'ai vécu ce que j'appelle l'Algerian Dream. Donc, c'est une variante de l'American Dream, mais en Algérie. Donc, j'ai passé une très grande partie de ma vie en France. J'ai la chance d'avoir une double nationalité qui me permet de vivre sur les deux rives. Mais j'ai décidé, malgré toutes les complexités qui peuvent exister à revenir vivre en Algérie, de prendre mes affaires et de revenir vivre en Algérie. Et c'est chose faite aujourd'hui. Quel a été le déclic? Quel a été le déclic? Le fait de pouvoir voir mes neveux et nièces chaque soir, je pense, c'est un déclic assez important. Et surtout, la création de mon entreprise et ma volonté de faire démarrer le tourisme en Algérie. Voilà, effectivement. Alors, Madame Flora, vous travaillez en collaboration, en étroite collaboration donc, avec Sofiane. Que pensez-vous donc de ce projet pour, donc encore une fois, relancer le tourisme algérien et surtout faire la promotion des sites algériens? Alors, nous ne travaillons pas en collaboration tous les deux. Je suis, moi, dans le domaine de la culture et du tourisme. J'ai eu le bonheur de rencontrer au cours d'une conférence sur la Méditerranée. Nous avons en France Karim Amelal, qui est l'ambassadeur de la Méditerranée, D'accord. qui nous a fait une très belle conférence dans une grande école de commerce, le SCP, n'est-ce pas, Sofiane, où j'ai rencontré ce charmant jeune homme, accompagné d'autres jeunes aussi, et ils m'ont demandé, ils m'ont parlé de leurs projets, ils m'ont parlé de leurs rêves. Et du coup, je me suis dit, mais ces jeunes, il faut vraiment les soutenir parce que c'est quelque chose dont nous avons besoin, nous, les Algériens de France et l'Algérie. Et c'est là... Et surtout, Madame Flora, il faut souligner aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de ces jeunes Français d'origine algérienne qui n'ont jamais connu l'Algérie, mais qui ont un attachement très particulier Très et fort. qu'il y a un retour Très, finalement très fort. et un besoin, j'ai envie de dire, d'investir en Algérie. Tout à fait, d'apporter leurs connaissances. Sofiane dira lui-même quelles sont ses compétences professionnelles et intellectuelles. Et donc,
par hasard, il m'a parlé donc, de ce groupe d'Américaines qui sont venues ici en Algérie faire donc, la découverte du pays et ensuite aussi des découvertes des danses. Il en dira beaucoup plus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut vraiment le soutenir. Je me suis retrouvée venant en Algérie pour la présentation d'un film. Et du coup, Sofiane aussi allait être là. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu parles à la télévision algérienne, Canal Algérie, de tes projets. Et c'est comme ça qu'on se retrouve depuis 2 mois à échanger entre nous, à nous stimuler, voilà. Et son énergie est débordante. Ça se voit. Moi, je pensais à faire du 2000 volts du matin jusqu'au soir, mais là, lui, il en fait beaucoup plus. 6000 Donc, beaucoup plus. Beaucoup voilà, plus. Vraiment. Voilà. Alors nous allons voir justement quelques images, quelques photos donc, de ce groupe d'Américains qui est venu visiter le sud algérien. C'est ça, ça a commencé déjà par Tipaza. Le nord algérien. Le nord algérien, voilà. Les images qu'on va voir, c'était donc en janvier, j'ai eu mon agrément, donc l'autorisation de pouvoir démarrer mon activité, de pouvoir ramener justement des touristes à l'étranger, depuis l'étranger en Algérie. En mars 2020, on a organisé un séjour entièrement composé de femmes sur la thématique de la danse. Sur la thématique de la danse. Pourquoi spécialement cette thématique, bien qu'elle soit très importante? Exactement, parce que l'Algérie, bon, comme je le dis, l'Algérie, et c'est pour ça que ça s'appelle Riwaya, c'est sûrement la première question, pourquoi Riwaya? L'Algérie, Liana Hikaya. L'Algérie, c'est pas juste un pays qu'on visite, mais c'est aussi une histoire qu'on raconte. Effectivement. Et cette histoire, du coup, ça se passe au niveau de l'architecture, au niveau des Ottomans, au niveau des Français, mais ça se passe également au niveau de tout ce qui s'est passé ces dernières décennies en Algérie, dont notamment la gastronomie, notamment les danses à promouvoir. Et ces Américaines, c'était des danseuses qui avaient déjà des connaissances en danse sur l'Algérie, qui avaient déjà Shtah du Chaoui directement à Miami ou à Los Angeles, et qui rêvaient de venir en Algérie, mais qui n'avaient pas eu la chance de rencontrer cette agence qui leur permette de les mettre en relation avec des danseurs et des danseuses locales, et surtout de leur permettre de vivre un séjour totalement sécurisé en Algérie. Alors Sofiane, là il y a juste un petit quelque chose qui m'avait un petit peu interpellée. Donc vous dites que les filles qui sont venues, ou les dames qui sont venues, sont à la base des danseuses et qui connaissent les danses algériennes. Est-ce que donc ce voyage, j'ai envie de dire, a été un voyage ciblé? Donc vous avez ciblé les personnes que vous deviez recevoir, chose qui est quand même très difficile à faire. Bien sûr. Alors ça a été un voyage ciblé, donc on organise des séjours culturels, des séjours thématiques. Cette thématique-là était sur la danse et ça a été bien entendu entièrement ciblé. Donc leur séjour a duré 15 jours, il était au 1er mars 2020. Il y a eu beaucoup d'anecdotes qu'on pourra discuter durant ces quelques minutes qui nous restent. Tout d'abord, elles ont visité Alger pendant 3 jours et 2 nuits, où elles ont eu un concert de Cherbi en plein milieu de la Kasbah. Wow. Elles se sont habillées algérois. Elles se sont prêtées au jeu. Exactement, finalement. elles se sont prêtées au jeu. Ensuite, elles sont parties à Bjaïa, où elles ont appris la danse kabyle. Ensuite, de Bjaïa, elles sont parties à Ksantena, où on leur a fait un très joli concert avec Amin Bounjeh, qui est un excellent chanteur de Malouf, qui avait beaucoup apprécié. Et les Américaines ont beaucoup apprécié la mélancolie du Malouf. Et ensuite, elles ont fait Biskra, donc la danse Chaoui. Ensuite, elles ont fait Rardeya. Et après, malheureusement, moi, j'étais à l'étranger. Je reçois un appel de la sécurité rapprochée de l'ambassade des États-Unis qui me dit que j'ai 24 heures pour les faire sortir. D'accord. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé le 15 mars 2020 avec le coronavirus. Effectivement. Et la frontière des la fermeture des Exactement. La fermeture des frontières, voilà. effectivement. Donc, ça a été une expérience, j'ai envie de dire, totalement inédite pour vous? Totalement inédite, totalement réussie. Donc toutes les femmes m'ont envoyé un mail de plusieurs trentaines de lignes en m'expliquant que c'était le séjour le plus fabuleux de leur vie. Et qu'elles devaient le refaire? Et qu'elles devaient le refaire, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis là, parce que j'ai eu 2 Américaines qui sont revenues. Alors, il faut dire que vous êtes né en France, que vous avez passé de longues années en France et quelques années en Algérie, particulièrement à Sétif. Il y a une photo qu'on voudrait vous montrer et on imagine que cette photo vous parlera beaucoup. Exactement. Donc ici, on a une Américaine qui s'est fait tatouer des tatouages Chaoui, que ma grand-mère portait lorsque ma mère, que je salue, ma mère aujourd'hui Mrzaka, qui est la femme la plus fabuleuse au monde, et Fatiha, qui est ma deuxième mère aussi, parce que je peux pas en saluer une et pas l'autre. Et du coup, les tatouages Chaoui, c'était des tatouages que ma mère portait. Et aujourd'hui, de voir une Américaine âgée de 19 ans qui décide de venir en Algérie et à laquelle je transmets ma culture
à travers justement cet épisode de tatouage. C'est quelque chose qui m'a ému et qui a bouleversé aux larmes ma propre mère en repensant à ces images-là. Effectivement. Alors, Madame Flora, je reviens à vous. Justement, donc là, on voit que c'est un très très beau travail qui se fait par un jeune au profit déjà de toute l'image, j'ai envie de dire, de l'Algérie, parce que là, c'est une image finalement qu'on véhicule, une magnifique image qu'on véhicule. Ce sont des femmes finalement qui vont être ambassadrices, encore une fois, de l'Algérie, n'est-ce pas, donc auprès de leur pays. Vous, avec tout le travail que vous faites, encore une fois, pour l'Algérie, pour la promotion de l'Algérie, quel est un petit peu votre rapport? Comment vous encadrez un petit peu les jeunes comme Sofiane aujourd'hui? Eh bien, donc, moi je peux vous dire que par exemple, l'Institut du monde arabe avait organisé une splendide exposition sur Biskra, sortilège de Biskra. À la suite de cette exposition à l'Institut du monde arabe, j'ai pensé organiser un voyage à Biskra. Donc effectivement, je me suis dit, je vais avoir une douzaine de personnes connaissant un peu les réactions souvent négatives, l'Algérie ceci, l'Algérie cela. Et puis, alors 1, 2, 10, 20... Je voyais que le chiffre augmentait. Je dis, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et chaque fois que je disais, mais c'est pas possible, les gens se mettaient, non, je veux partir. Et c'était vraiment des franco-français qui n'avaient pas d'attache avec l'Algérie. Nous étions 2 Algériennes, une amie et moi, qui étaient algériennes. Et donc, je me retrouve avec 30 personnes. Je disais, mon Dieu, comment je vais faire? Les bus seront-ils assez bons? Et j'apprends, en lisant les journaux, et d'ailleurs toujours grâce à Canal Algérie, qu'il existait un bus de 50 personnes. Alors j'ai dit, ok, on prend les 30. Et nous avons fait tout un voyage autour de Biskra. Ça leur a permis de voir sur place ce que c'était cette ville dont ils avaient vu les peintures à l'Institut du monde arabe. Les balcons du Roufi, Timgad, au cœur des Aurès. Moi-même, j'ai travaillé sur un documentaire que la télévision algérienne, l'ex-ENTV a, qui s'appelle Elle existe toujours, le NTV. Oui, non, mais elle change de nom. La nationale. Le PTV, voilà. C'est l'entreprise publique de télévision et puis la chaîne 1. Donc, puisqu'ils ont été aussi coproducteurs de ce documentaire d'Arte, Timgad au cœur des Aurès. Donc voilà, j'allie effectivement à la partie culture, à la partie touristique. Parce que pour moi, c'est important. Oui, si nous n'avons pas cette visibilité, si nous venons pour faire juste du tourisme, je te montre ceci, je te montre cela, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, ma relation avec le tourisme, elle ne peut être valable que s'il y a une partie culturelle. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il disait m'intéressait beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons intérêt, je parle surtout pour mon pays, l'Algérie, en France, ça se fait. Mais ici, nous avons aujourd'hui intérêt à faire très vite une réflexion, et je pense que ça a commencé, sur cette pandémie, qui nous a obligés à vivre différemment, qui nous a confinés, qui nous a amenés au numérique, dont nous devons tenir compte, me semble-t-il, et nous devons penser à l'écologie. Tous les problèmes climatiques, nous le voyons, la sécheresse aujourd'hui en Algérie, ces problèmes d'eau. Donc, je pense qu'il faut faire très très vite. Il faut vraiment aujourd'hui penser le tourisme différemment. Avec la transition écologique, avec le développement durable, avec la valorisation de nos régions. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent « je ne veux plus prendre l'avion, sauf obligation ». Et certains font la route. L'Algérie a tellement de richesses et de beauté qu'il faut impérativement que la population, le peuple algérien, aille d'abord découvrir, ce qui ne lui interdit pas d'aller ailleurs, mais nous avons vraiment à découvrir et à valoriser notre pays. Alors il faut dire que suite au Covid, il y a eu vraiment retour vers le tourisme local, donc on a vu, il y a eu quand même ce côté positif, on va dire. Alors Sophia, il ne nous reste pas beaucoup de temps, vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs anecdotes que vous avez vécues durant ce séjour. La meilleure que vous gardez en tête? La meilleure que je garde en tête, donc 3 jours après que les Américaines sont tout arrivées, il faut savoir se mettre à ma place. Donc j'avais 25 ans à ce moment-là, j'étais très jeune, une responsabilité de 25 ans. Vous êtes toujours aussi très jeune. Hein. C'est gentil, il y a quand même quelques années qui sont passées avec le Covid, rapidement, mais qui sont passées. Très positive? Très positive.
Exactement. Donc, j'avais 25 femmes, une vingtaine de femmes sous ma responsabilité. J'avais plusieurs danseuses professionnelles sous ma responsabilité. J'avais mon équipe à gérer. J'avais les visas, j'avais les relations avec l'escorte policière, parce qu'il faut une escorte policière pour des visites d'un endroit à un autre. Et du coup, le troisième jour, on se rendait à Bjeya. Donc, le troisième jour, je suis avec le bus. J'appelle l'escorte policière pour leur demander s'ils peuvent se déplacer pour pouvoir nous transférer à Béjaïa. Ils nous disent, la première fois, ils nous disent on n'est pas disponible. La deuxième fois, ils nous disent on n'est pas disponible. La troisième fois, ils nous disent Allah Yisahel. Donc nous, Allah Yisahel, on l'a pris argent comptant et nous sommes partis. Oui. On a pris le bus. J'avais mon 4x4 devant, parce que j'étais responsable, il fallait que je puisse voir en amont tout ce qui peut se passer. Et du coup, on va sur l'autoroute Est-Ouest, on arrive à Bouira, donc la nouvelle autoroute qui va à Béjaïa, la pénétrante, et la nouvelle autoroute, très très belle autoroute, mais elle s'arrêtait 50 km avant Béjaïa. Donc du coup, on revient sur une double voie, et à ce moment-là, moi j'étais avec le 4x4, le bus était derrière, et il y a plusieurs personnes qui me demandent de m'arrêter. Je m'arrête, et je leur demande qu'est-ce qui se passe. Ils me disent il y a un semi-remorque qui s'est renversé à 5 km. Il était midi, il était vendredi, les femmes commençaient à avoir faim, elles devaient déjeuner à Béjaïa dans moins de quelques minutes, donc du coup la pression qui commençait à monter. Je sais que si je fais demi-tour, elles déjeuneront pas avant 17h, 18h, parce que les restaurants sont fermés à cette heure-là. On fait demi-tour, on revient à la première sortie qui est Seddour et Akbou, et je regarde à droite, à gauche, je recherche un restaurant absolument, et tous les restaurants sont fermés, tous les magasins sont fermés, etc. Et on entend même l'adhan, le Coran dans les jamas, etc. Et du coup, je me tourne la tête à gauche et je vois un restaurant avec une petite rôtisserie qui a des poulets qui tournent. Je vais voir le gérant et je rentre dans le restaurant et dans ma tête, je me dis ça va être compliqué de ramener des Américains ici. Il n'y a que 6 ou 7 chaises, il y a 3 ou 4 tables, il ne restait pas que des morceaux de pain au sein de l'assiette, donc c'était particulièrement compliqué. Et il y avait quand même du hmis, il y avait quand même batata maqliya, il y avait quand même quelques ingrédients pour pouvoir faire un repas, donc je me dis c'est peut-être ma seule chance, ma seule opportunité. Donc je vais voir le gérant et je lui dis j'ai des touristes qui arrivent. Il me dit marhaba bihom, ils arrivent quand? Demain, après-demain? Je lui dis non, ils arrivent dans 5 minutes, exactement. Ils me disent Nim Djom, Wahran. Je lui dis non, ils arrivent de l'étranger. Et du coup il me dit d'où ça? De Tunis? Non, je lui dis les États-Unis, la Champions League. Et c'est alors qu'on va courir, on ouvre le café de son ami, on récupère des chaises, avant que les Américaines arrivent, on pose les tables et les chaises dans le restaurant et les femmes sont arrivées, elles ont dit que c'était le meilleur poulet de leur vie. Voilà. Donc, allez dans ce restaurant à Seddour. C'est super. Comme quoi, un plan qui n'était même pas prévu et qui devient finalement le meilleur souvenir. Exactement. C'est de savoir toujours, effectivement, rebondir, quel que soit le problème, quand on est en charge d'un groupe. Voilà, effectivement. Donc, Inch'Allah, très bientôt d'autres projets, d'autres escales, certainement. Exactement. Inch'Allah. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, Madame Flora. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Algérie et pour ces jeunes. Permettez-moi juste de parler rapidement de cinéma, parce très rapidement. Nous avons le prix Bouhamari Vautier qui est organisé par l'Association France-Algérie, et ce prix du cinéma Bouhamari Vautier vraiment est important. Voilà, vous avez l'image le 14 février, donc la fête des amoureux. C'est donc la réunion de l'amour entre l'Algérie et la France autour des deux grands réalisateurs qui ont marqué le cinéma algérien, donc Bouhamari et Vautier. 3 films algériens ont été primés. C'est toujours les premiers films. Voilà, allez les voir au cinéma, encouragez le cinéma. Nous en avons besoin. Et le cinéma algérien existe et il est beau. Et il a besoin de son public. Certainement. Voilà. Merci beaucoup. Merci surtout à vous de nous avoir reçus. Et puis que le meilleur nous arrive dans ce beau pays. Inch'Allah. Et prenez soin de ce beau pays. Merci. Merci beaucoup. Donc je rappelle Madame Flora Boumia, vous êtes consultante en tourisme et en culture. Merci encore une fois de nous être fidèles déjà et d'avoir été parmi nous ce matin. Sofiane Lezage, merci beaucoup. Vous êtes gérant de l'agence de voyage Riwaya Travel. Et ben voilà. On voit, parfait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de l'un des plus grands piliers de la littérature algérienne, à savoir Najat Ben Khadda, que Samira Hadjamar a rencontré pour nous. D'elle, la conservatrice Malika Bouabdallah dit que Mohamed Khadda l'a choisi pour l'audace de sa pensée, sa non-conformité avec l'image épinale de la femme algérienne, que Najat Belkaïd Khadda est une femme forte et moderne.
Moi, j'avais 30 ans à cette époque et à cette époque, on considérait qu'une fille de 30 ans, c'était fichu pour le mariage. Mais j'envisageais pas d'épouser quelqu'un comme ça juste pour fonder un foyer. C'était pas ma conception de la vie. On s'est retrouvés, disons, sur une entente intellectuelle dans un premier temps. On était d'accord sur la conception de la culture, sur le travail qu'il y avait à faire. Et sa première inspiration lui vient d'abord de sa mère. Elle avait une capacité d'adaptation, d'abord, je crois, une intelligence supérieure, à mon avis, et une grande capacité d'adaptation. Et donc, elle a suivi ses enfants dans leurs études. Pour l'anecdote, moi, je me souviens qu'elle me faisait apprendre mes leçons, mais comme elle ne lisait pas aussi vite que moi, je ne le savais pas. Et elle me disait toujours, sa formule, je l'ai retenue, recommence, tu hésites. Et sa vision sur l'évolution de la femme depuis l'indépendance de l'Algérie est claire. Je n'ai jamais été une militante dans une organisation féminine parce que j'ai toujours milité pour que les hommes s'engagent dans l'évolution des femmes. Son parcours, Nadjet le décrit en zigzag, collant à l'évolution de l'Algérie depuis et après la colonisation. Je garde un souvenir très chaleureux de la première décennie de l'indépendance. À la fois de la décennie qui a précédé l'accession à l'indépendance, où nous étions mobilisés pour ce seul objectif, et puis la décennie qui a suivi l'indépendance, où les intellectuels, de façon générale, étaient mobilisés pour la construction d'une Algérie épanouie, d'une Algérie ouverte, d'une Algérie humaniste, d'une Algérie nationale. Nadjet Belkaïd Khadda est entre autres professeure de langue et de littérature française, spécialiste reconnue de Dib, de Kateb Yassine, d'Assia Djebbar. Elle a dans sa vie côtoyé les plus grands créateurs, artistes et auteurs qui ont fondé la culture moderne algérienne. Et voilà, c'était donc Samira Hadj Amar qui a rencontré pour nous cette grande écrivaine Nadjet Khadda. Et de retour, et nous allons encore nous intéresser aux livres et particulièrement aux parutions lors de ce SILA. Parmi nous ce matin, Dr Nafissa Boulidah, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Alors, vous êtes ex-orthophoniste clinicienne au niveau de l'hôpital de Ben Aknoun et vous êtes aussi enseignante en orthophonie. Aujourd'hui, vous avez édité un livre sur l'un des troubles de communication. Voilà, du langage et du langage. Voilà, oui. Donc nous allons revenir sur ça dans un petit moment. Merci. Parmi nous également, Monsieur Tahar Bernoufa, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes chargé des éditions au niveau du HCA et de la traduction, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, donc nous allons revenir en votre compagnie sur la participation du HCA lors de ceci-là. Exactement, avec plaisir d'informer les téléspectateurs de ce qu'on propose à l'occasion de ceci-là. Voilà, donc plusieurs parutions ont eu lieu donc, pour cette nouvelle édition du SILA. Nous avons 27 nouvelles publications qui sont parues entre 2021 et 2022, essentiellement en 2022, qu'on expose au SILA, qu'on propose au grand public pour faire connaître ces publications qui sont en lien direct avec Tamazight, qui soient écrites en Tamazight ou qui parlent de Tamazight, langue et culture. Donc nous invitons aussi des auteurs, leurs auteurs pour des séances de vente dédicace, de présentation de ces ouvrages, de ces publications. Et nous proposons également un programme scientifique autour d'une table ronde scientifique. Qu'est-ce que vous appelez un programme scientifique? Une table ronde, on va réunir des universitaires qui vont débattre des questions culturelles, linguistiques en Algérie actuellement et proposer une carte linguistique parce que nous sommes sur un projet
dont l'Algérie participe. Comment élaborer une carte linguistique et culturelle en Algérie pour mettre en valeur cette diversité et apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale. Et surtout protéger un petit peu j'ai envie de dire toutes ces langues, tous ces dialectes, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a certains petits villages qui gardent encore leur langue mais qui risquent de disparaître au fil des générations, n'est-ce pas? Exactement, il y a plusieurs variantes, notamment de Tamazight, qui sont menacées de disparition si on ne les prend pas en charge. Donc, au niveau du HCA, on essaie de mettre la lumière sur ces questions-là, et parce que aussi on travaille, on suit les recommandations de l'UNESCO. L'UNESCO qui attire l'attention sur ces cas de ces langues, de ces variantes. Et quand on dit disparition d'une variante, d'une langue, c'est qu'elle apporte avec elle tout un savoir-vivre, un savoir-faire qui risque aussi de disparaître. Effectivement. Alors on revient un petit peu sur ces 27 nouveaux titres, on va dire, qui ont été édités par le HCA durant cette dernière année. Donc ce sont des titres qui axent beaucoup plus sur quoi? Donc est-ce que ce sont plus des romans, des livres scientifiques, des essais? En fait, en tout, c'est des publications qui touchent à tous les genres. Par exemple, nous avons 8 publications qui sont primées par le prix du président de la République de la langue et la culture, la langue et la littérature amazigh, qui sont dans les domaines de la linguistique, de la littérature, de la recherche scientifique et la recherche dans le patrimoine immatériel. Donc c'est des 4 axes qui touchent à la culture amazigh, à la culture algérienne dans sa globalité. Nous avons aussi une collection de contes en plusieurs variantes. Oui. En plusieurs variantes. En Algérie, nous avons 13 variantes de Tamazight. Donc nous sommes sur un projet de collecter, de faire un bouquet de contes dans toutes ces variantes. Sur support papier également, mais sur support multimédia. Et on va les mettre à la disposition des lecteurs, des enfants, de tous ceux qui s'intéressent, des universitaires, à travers notre site web, internet, et aussi dans la version papier qu'on va distribuer à travers les bibliothèques, à travers les associations. Nous avons aussi des publications qui sont en lien, soit des lexiques thématiques de Tamazight, en français, arabe, Tamazight. Nous avons un dictionnaire de la toponymie algérienne qui englobe tous les noms des lieux habités en Algérie, qui est réalisé par le professeur Fadel Chérigan, qui explique l'origine des noms, la signification des noms des lieux habités en Algérie. Nous avons aussi des romans, nous avons des pièces théâtrales, nous avons de la poésie en Tamazight, dans toutes les variantes, enfin, dans plusieurs variantes. Plusieurs variantes, voilà, effectivement. Et donc lors de ceci-là, donc vous allez proposer un petit peu tous ces titres-là. Donc il va y avoir des ventes dédicaces aussi qui seront organisées au niveau du stand du HCA. Nous organisons des séances de vente dédicaces. Je rappelle juste que le HCA a adopté un nouveau procédé, c'est la coédition. Nous coéditons avec des maisons d'édition, soit publiques ou privées. Donc nous travaillons avec ces maisons d'édition pour organiser des séances de vente dédicaces, l'occasion de faire connaître ces auteurs et aussi faire connaître ces publications. Il y a des publications qui sont destinées au grand public, aux amoureux de la littérature, mais aussi des publications spécialisées destinées aux universitaires. Comme aujourd'hui, samedi, nous avons un ouvrage qui est destiné
aux étudiants, aux doctorants, aux masterants qui sont dans le domaine amazigh. Effectivement. Alors, on sait très bien que le HCA travaille beaucoup en collaboration avec les universitaires, parce que quand même, il y a des spécialités au niveau des universités qui s'intéressent un petit peu à la langue, à la promotion de la langue, mais aussi tout ce qui est histoire autour de la langue. Mais connaît-il un petit peu du travail au niveau des écoles, donc au niveau des enfants, encore une fois, pour faire un travail, on va dire, de réflexion, mais aussi de protection des différentes variantes? Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation qui est en charge du dossier de l'enseignement dans les écoles. Mais nous travaillons aussi avec les enseignants que nous essayons de réunir à chaque fois que l'occasion se permet de former, d'assurer une formation continue de ces enseignants, de donner d'échanges d'expérience, parce que quand on réunit des enseignants qui sont dans des régions où on parle une autre variante, mais qui viennent des régions d'autres régions, parce que essentiellement les enseignants ils sont formés soit à l'université de Tizi Ouzou, Bijaya, Bouela ou Batna. Donc ces enseignants assurent l'enseignement à travers tout le territoire national, donc ils sont amenés à enseigner d'autres variantes qu'ils ne parlent pas. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont reçu un enseignement universitaire, des formations universitaires, mais à travers ces formations, on essaie d'établir un contact entre les enseignants pour échange d'expériences, mais aussi que ces enseignants s'adaptent à la réalité du terrain dans lequel ils enseignent et amazigh. Voilà, donc on rappelle que le HCA est présent au SILA, donc vous pourrez toujours vous rapprocher du stand du HCA pour avoir donc les nouveaux titres et puis les anciens titres aussi, donc du HCA. Donc on va encore s'intéresser à la langue, à la communication, mais cette fois-ci autrement. N'est-ce pas, docteur? Oui. Cette fois-ci autrement, donc on va parler un petit peu de ce trouble, donc de la communication, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite, donc l'aphasie. Et dans votre nouveau livre donc, que vous avez édité, vous l'avez, on va dire, relié à la neurolinguistique clinique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait ça, Nour. Donc, en fait, la neurolinguistique clinique, c'est l'aphasie. Alors, juste pour faire la différence, parce que dès qu'on voit neurolinguistique, on va penser à la PNL. Donc, ce qui n'est pas... PNL, c'est programmation neurolinguistique. C'est autre chose. Un autre domaine. C'est un autre domaine. La neurolinguistique clinique, elle a trait à étudier le langage en relation avec le cerveau. Le comportement langagier en relation avec le cerveau. Oui. D'accord. Et le concept clinique, en fait, c'est le côté pathologique. C'est la répercussion des lésions cérébrales sur le langage et les fonctions cognitives associées au langage. D'accord, donc voilà. Ça, donc c'est ce qu'on appelle donc l'aphasie. Oui. Alors justement, donc qui est un trouble, comme on a dit, de communication, qu'elle soit orale ou écrite ou les deux à la fois. Oui. Alors justement, qu'en est-il de cette situation, de ce phénomène en Algérie? Est-ce qu'il prend de l'ampleur? Est-ce qu'il y a quand même une catégorie assez importante qui souffre de ce trouble de comportement? Oui, bien sûr. Déjà, l'aphasie, elle est connue en tant que drame. Cette pathologie est un drame aussi bien pour le patient que pour l'entourage. Oui. Alors, comme première étiologie, on sait que c'est l'AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui sont la première cause en fait de l'aphasie. Il y a d'autres causes comme les traumatismes crâniens, les tumeurs cérébrales, la pathologie neurodégénérative telle que l'Alzheimer et les pathologies apparentées. Mais l'AVC, c'est la première quand même... voilà. Donc, on sait tous que quand même, l'AVC, c'est un problème de santé publique. De santé publique, effectivement. Je n'ai pas les statistiques exactes pour me permettre de dire, c'est-à-dire en Algérie. Mais le plus grand drame, c'est que ça touche toutes les catégories d'âge. Ça touche toutes les catégories d'âge. Jeunes, enfants, adultes, sujets âgés. Et quand ça touche le côté gauche du cerveau, ça
donne l'aphasie. Donc, ce n'est pas tous les AVC qui donnent une aphasie, en fait. Parce que les zones du langage sont sises au niveau de l'hémisphère gauche. Chez la quasi-totalité des personnes droitières. Donc, voilà. Donc, la personne se retrouve sans langage ou avec un langage pathologique. La personne peut perdre l'expression du langage oral et ou écrit, mais aussi perd la compréhension et la perception du langage. C'est ce qui va encore rendre les choses encore plus complexifier difficiles. le tableau clinique. Et elle peut aussi perdre les deux, c'est-à-dire ni parler ni comprendre. C'est le cas de l'aphasie sévère ou l'aphasie totale. Donc c'est une pathologie qui est finalement prise en charge par les orthophonistes, par les psychologues. Voilà. Et donc il y a une formation particulière pour ce genre de... Oui, c'est la formation universitaire, pardon. C'est la formation en orthophonie. Donc la formation est une formation universitaire. Et après l'étudiant, quand il termine et quand une fois il a son diplôme, donc il peut aller vers le terrain. D'accord. Au niveau d'un hôpital, au niveau d'un centre, ou bien au niveau d'un cabinet privé. Et là, parmi les pathologies dont il a affaire, on trouve les personnes aphasiques. Voilà, alors votre livre, justement, là, vous vous intéressez aussi à, on va dire, à deux axes très importants, donc approche clinique et aussi méthode de prise en charge, méthode de prise en charge. Donc on voit un petit peu le livre que vous avez édité d'ailleurs en langue arabe. Et donc pour l'approche clinique, pour toutes ces méthodes donc, de prise en charge, ça se passe comment en réalité ? Alors, est-ce que c'est difficile, j'ai envie de dire, ou c'est quand même à la portée d'un orthophoniste de prendre en charge cette catégorie de personnes? Et surtout, la prise en charge, est-ce qu'elle prend du temps? Oui, oui. Alors, c'est une pathologie très complexe. Et parce qu'elle est liée à une lésion cérébrale. Donc, tout ce qui a trait au cerveau, c'est très délicat. C'est très délicat. La fonction langagière en elle-même, elle est très complexe. Et ce n'est pas une fonction, c'est-à-dire indépendante des autres. C'est une fonction en réseau. C'est un réseau fonctionnel avec d'autres fonctions cognitives, avec la mémoire, avec l'attention, avec la concentration. Donc, tout ça est perturbé suite à la lésion cérébrale. Et tout ça est perturbé chez la personne aphasique. Donc, ces patients-là, c'est l'orthophoniste, ils relèvent du ressort de l'orthophoniste pour une prise en charge du langage et des fonctions cognitives associées au langage. Donc, ça relève du ressort de l'orthophoniste qui est formé, bien sûr, dans la prise en charge des pathologies du langage et de la communication d'une manière générale et de l'aphasie et des troubles linguistiques consécutifs à des lésions cérébrale. Alors pour ce qui est des méthodes donc, de prise en charge, pour ce qui est des méthodes encore une fois d'aider un petit peu toutes ces personnes aphasiques à reprendre déjà confiance et puis à reprendre les langages. Donc est-ce que ce sont des méthodes d'orthophonie qu'on a l'habitude de voir par exemple qu'on utilise avec des enfants qui ont des troubles du langage ou c'est quand même un programme qui est adapté à cette catégorie de personnes? Alors là justement dans le cadre de la physiologie, dans le cadre de la pathologie linguistique d'ordre cérébral et en orthophonie d'une manière générale, il n'y a pas des programmes prêt-à-porter. Oui. Ce n'est pas du prêt-à-porter. Ce n'est pas des recettes. Ce n'est pas des recettes. Donc, c'est du cas par cas, généralement. C'est du cas par cas. Très bien. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple d'un seul type d'aphasie. Par exemple, on appelle une aphasie de Broca, une aphasie où le patient parle peu ou ne parle pas. D'accord? Donc, ça rentre dans la catégorie Broca. Les deux patients sont Broca, mais ils ne présentent pas le même tableau clinique. Donc, je prends le patient selon ses capacités, selon ses déficits, selon ses difficultés, selon
sa volonté, selon sa personnalité antérieure et sa personnalité actuelle, selon son niveau intellectuel, sa langue. Donc c'est un tout, c'est la personne, c'est la personne à prendre en charge dans sa totalité. Et le projet de prise en charge ou de thérapie, il est élaboré à partir de l'évaluation de chaque cas. C'est-à-dire qu'à partir d'une évaluation totale et globale, plus une évaluation spécifique avec des outils spécifiques, je ressors les capacités du patient, ce qui lui reste, ses difficultés, ce qu'il n'a plus, et à partir de là, je dresse un projet thérapeutique spécifique à ce patient, un profil spécifique à ce patient. Ce qui n'est pas mince affaire. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Donc, on rappelle que votre livre, donc, qui est un livre scientifique, est très intéressant dans le sens où c'est un livre qui s'adresse déjà aux étudiants, aux chercheurs, mais aussi aux cliniciens, n'est-ce pas? Donc, parce que là, quand même, on a vraiment des méthodes, j'ai envie de dire, qui relèvent d'une expérience quand même assez longue dans le domaine. Donc, le livre est présent au niveau du SILA. Du SILA, oui. Et voilà, par rapport aux méthodes de prise en charge, j'ai essayé quand même de capitaliser mon expérience de plus de 20 ans là au niveau de l'EHS de Ben Aknoun, au service de réadaptation fonctionnelle. Donc j'ai essayé quand même de faire profiter le lecteur, qu'il soit étudiant, qu'il soit enseignant, pourquoi pas, qu'il soit praticien, de mon expérience. On approche avec les expériences d'autres spécialistes. C'est pour ça que c'est intitulé Approche clinique et méthode de prise en charge. Donc merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous, bravo merci encore à vous. une merci fois. Probablement une traduction en amazigh. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Oui. Pour les médecins, pour les praticiens, pour les cliniciens, pour les étudiants, pourquoi pas? Et pourquoi pas même pour les parents qui ont des cas. Les parents, effectivement, pour les parents, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin, Dr Nafissa Bolidah. Donc, vous êtes ex-orthophoniste et clinicienne, vous êtes enseignante aussi en orthophonie. Merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Tahar Bakhnoufa. Donc, vous êtes chargé des éditions au niveau du HCA et de la traduction. Merci encore une fois. On rappelle qu'on vous retrouvera au niveau du SILA tout au long de la semaine. Merci encore à vous. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'environnement. Ce sera en compagnie de Kenza Nchar. Alors, elle nous a emmené à Tizi Ouzou, elle nous a emmené à Béjaïa. Cette fois-ci, elle nous emmène du côté de Skikda. Kenza, c'est à toi. Nour, troisième station du Algerian Green Challenge de la Fondation Nesl Khair. Et pour ça, petit coucou de la Fondation Nesl Khair de Sétif. Merci. Donc voilà, très très belle dynamique pour la clôture de ce défi vert algérien fait par la Fondation Nesl Khair. Donc nous avons commencé par la wilaya de Tizi Ouzou, par la suite nous sommes partis au niveau de la wilaya de Béjaïa et aujourd'hui je me trouve au niveau de la wilaya de Skikda, plus précisément dans la commune de Toub. Donc cette région-là, il faut savoir que ce challenge-là avait pour but de replanter les zones qui ont été touchées par les feux de forêt, que ce soit de cette année ou encore les années précédentes. Mais surtout, il avait aussi un autre objectif qui était de valoriser le patrimoine local. Donc ceci était en collaboration avec les comités de village, mais aussi avec beaucoup d'autres associations et principalement la famille de la montagne. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes chroniques. Et donc à ce jour, vous avez planté combien d'arbres? Plus de 40 000. À partir du mois d'octobre, ils ont carrément planté 40 000 arbres et là, ils ont été fortement présents pour ce challenge vert. Ils ne vont pas s'arrêter jusque-là. Justement. Donc aujourd'hui, c'est la clôture de la saison 2021-2022. Alhamdoulilah, avec un grand succès. On a pu planter plus de 40 000 arbres à travers le territoire national. Quand même, on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. C'est à Constantine. À Constantine, exactement. C'est l'inauguration du GR. Le GR, c'est le circuit de grande randonnée de l'évasion du fameux martyr de la Révolution, Mosfa Bomboulaïd. On va commémorer son évasion de la prison de Koudia vers Betna, sur la Wilaya 1. Donc, vous allez remarcher ces traces? Oui, sur une distance de 176 km, donc elle sera répartie sur plusieurs étapes, mais
aujourd'hui, c'est l'inauguration et l'ouverture de ce circuit aux traces de nos martyrs. C'est une très très belle initiative, assez originale. Donc on vous souhaite tout le succès et puis on vous accueillera dans nos plateaux pour nous donner un petit peu plus de détails sur le programme de cette belle évasion qui sera justement, vous avez dit qu'elle sera un petit peu divisée dans plusieurs. Pour vous contacter, on s'oriente vers la page Facebook, donc sans oublier la famille de la montagne et l'association Zahra de Constantine. C'est eux qui ont collaboré avec la famille de la montagne et les associations locales pour inaugurer ce circuit qui sera bénéfique pour tous les Algériens. Magnifique. Et voilà, donc toujours aussi engagée. Et là, pour clôturer notre chronique, Nour, j'appellerai Yasmine, la directrice des finances de la Fondation Nasl Khair, qui va un petit peu nous donner, son impression, parce que ça a été quand même un travail dur qui a été fait à travers l'échelle nationale, notamment pour regrouper tous ces bénévoles-là afin de planter ces arbres. Donc, alors, mot de la fin. Bonjour tout le monde. Alors voilà, donc nous sommes à la dernière station de l'événement Algerian Green Challenge. Voilà, donc notre station aujourd'hui se trouve à Sigda, plus précisément à Omtob. Donc ça s'est très très bien passé. C'est une opération qui a été vraiment réussie. Voilà, donc je pense que c'est quoi votre ressenti parce que là c'était en collaboration avec les comités de village. Comment ça a été cette collaboration? C'était une très très belle collaboration parce qu'ils étaient là, ils étaient présents avec leurs moyens, avec leur sympathie, générosité surtout. Donc c'était vraiment agréable et que ce soit que ce soit au niveau de Tizi Ouzou, au niveau de Djaya ou aujourd'hui à Sida. Donc c'était vraiment agréable. Ils étaient vraiment en plein dedans dans l'opération de reboisement et surtout que comme on voit ici, donc aussi c'est une région qui a été vraiment touchée par les incendies. Donc on voit toujours les arbres brûlés et tout ça. Donc et puis Inch'Allah à d'autres challenges dans d'autres wilayas, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je sais que vous n'allez pas vous arrêter ici. Hein? Exactement. Prochain programme. Prochain programme, c'est le big programme à la Nahla de la Fondation Nasl Khair. Et il y aura Inch'Allah beaucoup de surprises, un programme très très riche pour le mois de Ramadan. Beaucoup de succès à nous. Merci et Kinza, merci tout le monde. Et courage aussi merci à nous et aussi à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour cette belle saison de plantation à travers l'échelle nationale. À très vite, Nour. Merci beaucoup Kenza, donc Kenza qui était à Skikda, donc encore une fois pour ce grand événement dédié à l'environnement. Cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'environnement autrement, mais ce sera à l'art culinaire, en compagnie de notre invitée, Madame Yasmina Sellem. Bonjour. Ahlan biki, bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors, des années consacrées au patrimoine culinaire, au patrimoine d'une manière générale, culinaire en particulier, des années à se consacrer pour la promotion et l'exportation, j'ai envie de dire, et tout ça, ça a été couronné aujourd'hui par un beau livre. Très bien, oui, c'est tout à fait ça, c'est bien résumé. Voilà. Exactement, oui, ce livre, il couronne un petit peu mon militantisme pour le patrimoine algérien et pour la destination Algérie. Moi, j'ai écrit ce livre après avoir été choquée. Oui. Quand vous êtes à l'étranger, que vous dites vous êtes algérienne, certaines nationalités vous disent il est où ce pays? Et ça fait mal au cœur. C'est vraiment frustrant. C'est frustrant. Ah oui, comment? L'Algérie, ce grand pays que j'aime, elle n'est pas connue. Et aujourd'hui, c'est le plus grand pays d'Afrique. Exactement. C'est un grand pays. Et il n'est pas connu, c'est désolant, pourquoi? Et donc on commence à diagnostiquer la situation, pourquoi? Et on découvre que on n'est pas connu parce qu'on ne fait pas assez de promotion pour notre patrimoine, il n'y a pas assez de touristes qui viennent en Algérie. Et donc c'est toutes ces choses qui m'ont poussé, ou bien par exemple il y a des plats connus mondialement comme le couscous, et on vous dit ah, le couscous marocain. Et vous, c'est quoi votre plat national? Mais je dis, mais c'est le couscous aussi. Mais non, c'est pas le couscous aussi, c'est le couscous. C'est d'abord le couscous. C'est d'abord le couscous. Et donc, c'est toutes ces raisons qui ont fait que je décide d'écrire un livre où je relate. Et les Algériens, quand ils défendent le patrimoine algérien, ils vous disent ah, notre art culinaire, il est très varié, vu les influences qu'on a eues. Mais ça reste à ce stade.
C'est très superficiel. Et justement, c'est ce que vous avez fait à travers votre livre, c'est que vous avez défendu un petit peu cette cause, parce que habituellement, lorsque nous avons de beaux livres, j'ai envie de dire, sur l'art culinaire, c'est des recettes. Ouais. C'est pas un livre de recettes. Que vous n'avez pas. Il y a quelques recettes, mais d'abord l'histoire du patrimoine, d'abord l'importance du patrimoine culinaire. Tout à fait. Parce que c'est ça qui manque. Tout le monde parle de la richesse, mais personne n'ose aller au fond du problème. Et j'ai décidé d'y aller. D'où viennent ces plats que nous aimons, ces plats qui enrichissent nos fêtes et avec des appellations complètement extraordinaires. Parfois, il y en a de très belles, mais il y en a qui sont pas belles. Ce matin, justement, alors je vous pose la question parce que j'ai promis quand même de le faire. Amina Abed, ce matin, se disait, oui, j'ai un livre de recettes avec des noms complètement bizarres comme Skran Taïh Fdrouj, Qadif Mdjema'tou, etc. Donc finalement, on ne se pose pas assez de questions pour revenir un petit peu sur ces appellations qui certainement relatent une anecdote derrière. Sûrement. C'est que des anecdotes qui m'a... Moi, je trouve que c'est pas joli. Donc, il ne faut pas en être fier. Et si on peut le cacher, cachons-le, c'est mieux. Voilà. Mais il y a des appellations qui sont magnifiques. Le Boussoulet Messou. Boussoulet Messou, qui est un gâteau. Un gâteau magnifique. C'est un gâteau et c'est un plat. D'accord. À Constantine, Boussoulet Messou, c'est un plat sucré-salé. Alors, d'où vient l'appellation Boussoulet Messou? C'est très fin comme appellation. Pourquoi? Parce que c'est un gâteau fondant. Il n'y a pas de bête. Maintenant, dans la recette, on met des œufs. Mais moi, je laisse les gens faire la recette qui leur parle. Voilà. Mais à l'origine, le Boussoulet Messou, c'est de la farine, du beurre et du sucre glace. Tout simplement. Et c'est fondant. Et quand vous voulez prendre le gâteau, il risque de se casser. Donc, mangez-le avec vos lèvres, donc embrassez-le, mais ne le touchez pas parce qu'il va s'effriter entre les mains. Il y a toute une poésie autour des noms des plats. Oui, il y a toute une poésie derrière. Il y a même, comment appeler les plats, même dans le passé. Un plat, il a le nom de la personne à laquelle on l'a préparé. Il porte le nom de la personne qui l'a préparé pour la première fois. Effectivement. Il porte le nom de l'ingrédient principal. Il porte le nom par rapport à sa couleur dominante. Donc c'est une variété. Il y a même, Madame Selnem, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, il y a même des plats qui sont nés d'une erreur. En fait, on ne pensait pas faire ce plat, on a fait une petite erreur et on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Je pense que vous pensez à la zlabia. Oui, effectivement. Je pense à la zlabia et je pense surtout à Dzeriyet. Dzeriyet. Non, Dzeriyet, je crois que c'est une création. On est dans l'erreur de dire que c'est une erreur. Voilà, parce qu'on a dit que c'était le carnet qui tombait dans le miel. Dans le miel. Non, le monsieur qui l'a créé, c'est un Algérien connu. D'accord. Non, il a voulu cela parce que mais zlabia, c'est pas une zlabia. Oui. Zlabia, c'est une joulab. D'accord. Joul, c'est fleur, ab, c'est eau, en persan. Et donc, joulabia, c'est-à-dire le gâteau où on a mis de l'eau de rose et du sirop. Ou de l'eau de rose, joulab. Donc, et ça s'est transformé avec l'arabisation du mot en zlabia. On dit zlabia. Donc, c'est pas zlabia. Voilà, c'est vraiment l'histoire qui a dominé, on va dire. Ce qui a dominé, parce que les gens n'ont pas fait assez de recherches. Mais quand on voit que l'origine de la zlabia, c'est l'Orient, et c'est surtout la Perse et l'Inde, on se rend compte que c'est ça la vraie réponse, et c'est Joulabia. Joulab. Joulab, c'est donc rose et ab, eau. Voilà. Alors, Madame Selnem, effectivement, vous êtes une personne qui vous êtes beaucoup consacrée, comme on a dit, à la préservation du patrimoine, la promotion du patrimoine, mais pas que. Au fait, tout ce que vous faites, mais vous insistez, ça c'est vraiment quelque chose par laquelle vous êtes très connu, vous insistez sur la qualité de l'ingrédient. Vous allez toujours, je ne vais pas dire bio parce que je sais que vous êtes contre cette appellation. Oui, tout à fait. Vous êtes bien renseigné. Voilà. Ah non, moi je vous suis en tout cas, je vous suis. Donc je sais que vous n'êtes pas pour bio, d'ailleurs vous allez nous expliquer pourquoi, c'est très important, mais vous allez vraiment, vous êtes, on va dire, très exigeante en matière du choix de la qualité de l'ingrédient, donc vous allez vers ce qui est au moins naturel. Naturel, tout à fait. Il faut prendre des ingrédients sains. Le mot sain veut dire des ingrédients non transformés. Par exemple, moi, vous ne verrez jamais dans ma shorba
De la tomate concentrée, jamais de la vie. Donc voilà, donc je veux on a de la tomate fraîche. Pourquoi est-ce qu'on irait... Elle est très bonne. Elle est très bonne, la tomate algérienne. Pourquoi est-ce que j'irais réduire la qualité de ma soupe en lui rajoutant de la tomate concentrée? J'ai pas envie qu'elle soit trop rouge. Hein. Elle peut être juste un peu rouge, mais de toute façon, avec on peut mettre une épice et ça va donner la couleur. Voilà, exactement. Donc voilà le sein. Et puis le sein, c'est quoi? Le sein, c'est l'ingrédient ou le légume qui n'a pas été traité. Oui. Il n'a pas été traité parce que je le ramène d'exploitation qui n'utilise pas de pesticides. Ça ne veut pas dire qu'il est bio. Parce que le bio, c'est un produit qui n'existe nulle part dans le monde. Pourquoi? Parce que l'air que nous respirons est déjà pollué. Et donc, on n'a pas traité notre légume, mais il peut contenir des particules de pesticides ou d'échappements de voitures. Donc, le bio, c'est qu'il ne doit pas contenir tout ça. Donc, le bio n'existe pas. Peut-être, et je l'ai toujours dit, à 12 000 mètres au niveau de l'Himalaya, là où il n'y a pas d'influence humaine. Mais sinon... Et encore, il ne faudrait pas qu'il y ait des avions qui passent par là. Des avions, oui. Bon, l'avion n'arrive pas à 12 000 mètres. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Donc, une terre où il y a des avions, où il y a des bateaux, où il y a un nombre extraordinaire de voitures, donc l'air est déjà chargé de particules. Donc le bio n'existe pas. Mais le sain existe. C'est-à-dire un minimum de particules polluantes sur nos légumes et nos fruits. Ça existe. Sain, plutôt sain pour le corps. Voilà. Alors, toujours dans cette exigence donc, de la qualité du produit, il faut dire, Madame Sina, vous avez votre petit jardin. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez votre petit jardin. Je retiens aussi, vous avez de très bons hydrolats. Oui, je les fabrique moi-même. Que vous fabriquez vous-même. Bientôt les huiles essentielles? Non. Je Pas pour l'instant. ne veux pas aller vers les huiles essentielles parce que les huiles essentielles, il y a des conditions d'utilisation. Et on peut pas les mettre très dangereux. On ne peut pas les mettre entre les mains de tout le monde comme ça. Donc moi, je préfère donner une eau, un hydrolat qui est chargé en huile essentielle, une petite quantité, et que tout le monde peut utiliser sans risque. Donc moi, je resterai dans les hydrolats. Voilà, donc les hydrolats qu'on peut utiliser dans les jus, dans les préparations culinaires. Donc pour la beauté. Pour la peau, effectivement. Le meilleur anti-rime du monde, c'est l'eau de rose. L'eau de rose, effectivement, qui reste quand même un secret japonais qui a été dévoilé après. Quand même, ça a été dévoilé. Plutôt chinois. Plutôt chinois. Oui, plutôt chinois. Voilà, mais sinon, Madame Sellam, hier, ça a été, vous avez donc organisé une vente dédicace au niveau du SILA. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais vraiment hésité de vous appeler hier. Je savais que vous alliez être très fatiguée. C'est vrai. Alors, ça s'est passé comment pour cette... Ça s'est très bien passé. Le livre a eu beaucoup de succès. Je crois qu'il manquait, les Algériens sentaient qu'il leur manquait un livre historique. Pas un livre de recettes, parce que c'est pas un livre. Il y a des recettes. Il faut les faire et vous régaler avec, mais c'est un livre historique. Je vous raconte l'histoire de tel plat, d'où il vient. Pourquoi? Par exemple, l'histoire du couscous. L'histoire du couscous avec la prédation externe de ce monument national. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'Algérie que le couscous a été aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial. Et c'est grâce à l'Algérie que le couscous a été connu dans le monde aussi. Le premier paquet de couscous sec est sorti d'Algérie. La première rouleuse mécanique pour le couscous a été fabriquée en Algérie. La première soufflerie pour chauffer le couscous, pour sécher le couscous, a été fabriquée en Algérie. Et la première médaille qu'un couscous ait eue dans l'histoire, c'est un Algérien qui l'a eu. Donc en 1849. Donc le couscous doit beaucoup à l'Algérie. Mais je tiens à dire qu'il ne faut jamais chercher le lieu de naissance d'une recette. Parce que les recettes, elles naissent sous une forme dans un endroit du monde. Elles voyagent parce que l'homme voyage et il l'emmène avec lui. Donc elle voyage, elle se transforme un petit peu. Elle voyage encore et elle se transforme. Et donc, on n'est jamais sûr du lieu de naissance d'une recette. Mais on est sûr de la façon de préparer notre couscous. Voilà. Et justement, alors, ce qui est intéressant aussi dans le livre, Madame Sellam, c'est un petit peu toutes, j'ai envie de dire, ces photos qui accompagnent un petit peu, voilà, l'harira, les œufs floraux. C'est pour montrer que l'harira n'a pas existé au Maghreb d'abord. Oui. Voilà. Alors, il y a... Oh, ça c'est beau.
Alors justement, le livre est accompagné donc de très très belles photos de plats que vous avez vous-même, donc là je montre là par exemple, que vous avez vous-même préparé, n'est-ce pas? Mais encore une fois, femme exigeante que nous vous connaissons, donc effectivement la mise en page, j'ai envie de dire, ou la mise en valeur de ces plats a été savamment faite dans ce livre. Tout à fait, avec le photographe Omar Sfouin, que je salue. Je lui fais un petit coucou, je le remercie de belles photos qu'il m'a faites. Et il a passé toute une journée à prendre les plats selon les angles, je peux faire ça et tout. Voilà, ça c'est du poulet à la numide. Voilà. Je suis contente des photos qu'il m'a faites parce que je voulais le mieux pour ce livre, le mieux pour l'Algérie. Oui. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez mis en valeur des lieux aussi. N'est-ce pas? Donc des lieux là où on peut trouver, donc encore une fois, Tipaza. Voilà. Au début. Au début. Oui, j'ai compris que vous cherchiez les voilà, jarres de effectivement, Tipaza. je cherchais les jarres de Tipaza, vous avez compris. Oui, j'ai compris. Le lieu. Voilà. Ça, c'est une photo que mon fils a faite. À votre fils Alami? Non, c'est son frère. Son frère, d'accord. C'est Alors qui a fait ces photos. on les salue ce matin. Voilà, donc eux aussi, il faut dire qu'ils font un grand travail avec moi, à vos côtés. Je suis accompagnée par toute la famille. Franchement, je les remercie. Parce qu'ils y croient, eux aussi, donc à l'importance surtout de préserver le patrimoine. Notre patrimoine, tout à fait. Et ils adorent leur pays. C'est des enfants, surtout les deux garçons, ils n'ont jamais voulu quitter l'Algérie, ils ne la quitteront jamais. Effectivement. Madame Sellem, un petit mot peut-être pour nos téléspectateurs ce matin? Qu'est-ce que je peux... allez acheter le livre, c'est à l'ANEP, il est beau, il va répondre à beaucoup de questions que vous vous posez. D'où vient tel plat? Je vous réponds et je vous donne rendez-vous au prochain, Inch'Allah. Et ça sera toujours l'ANEP, Madame Lemia Hemmach, qui a tout de suite cru à ce livre, et l'infographiste. Nous en avions besoin d'ailleurs. Complètement. Oui, il fallait. Vous savez, c'est un livre qui est resté plusieurs années dans le tiroir. Mais il a fallu que cette dame, grande dame, sente l'intérêt et sente qu'il est vraiment, qu'il vaut le coup. Et on a fait l'aventure ensemble avec l'infographiste Samir et Reda qui a corrigé ma ponctuation défectueuse. Voilà. Et donc, je remercie. Ponctuation, ce qui est sûr, elle n'est pas défectueuse dans tout le militantisme que vous, on va dire, que vous donnez à la protection de la promotion du patrimoine national. Merci beaucoup. Encore une fois, félicitations pour ce nouveau-né, Inch'Allah, à d'autres projets. Pourquoi pas. Merci beaucoup donc à vous, Madame Yasmina Sellem. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci énormément de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouverai avec un énorme plaisir